Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau Actu Environnement. On s'intéresse aujourd'hui aux offres d'électricité verte. Elles se sont multipliées ces dernières années. 20 fournisseurs en proposent aujourd'hui. Pourtant, la production d'énergie renouvelable ne couvre que 22,7% de la consommation des Français. Alors, ces offres sont-elles crédibles? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Emmanuel Soulias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Enercop, un fournisseur d'électricité verte. Face à vous, Fabrice Boissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous ne sommes pas les premiers à s'interroger sur la crédibilité de ces offres. L'association Greenpeace les a étudiées. Voyons en images ce qu'elle en pense. Si les offres vertes se développent ces dernières années, c'est parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui souhaitent accéder à une électricité d'origine verte, renouvelable. Et le dernier baromètre du médiateur de l'énergie fin 2018 dit qu'aujourd'hui, il y a 2 Français sur 3 qui souhaitent accéder à une offre d'électricité verte. Donc c'est un signal qui est envoyé aux fournisseurs et aux producteurs de voilà, investissez dans la transition énergétique. Il y a une demande, il faut y répondre. Le problème, c'est que les fournisseurs, pour l'instant, la plupart en tout cas, surfent sur cette vague de la demande des consommateurs, mais n'y répondent pas vraiment. Aujourd'hui, le système, ça s'appelle les certificats de garantie d'origine, et en fait, ça ne veut absolument rien dire pour le consommateur, puisque ce certificat, c'est simplement l'étiquette qu'a été acheté le fournisseur à un producteur d'électricité renouvelable, mais il n'a pas forcément acheté l'électricité qui va avec. Donc il s'est contenté d'acheter l'étiquette, et ensuite peut-être qu'il l'a collée sur une électricité qu'il a achetée à EDF qui est nucléaire, ou qu'il a acheté à un autre producteur, et elle peut venir d'une centrale à charbon ou d'une centrale à gaz. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce label vert ne permet absolument pas de garantir au consommateur que son électricité est réellement d'origine renouvelable et que c'est ça qu'il a payé. Sur l'année 2017, on s'est aperçu qu'il y avait 3 fournisseurs sur les 19 qu'on a pu évaluer qui achetaient une électricité quasiment 100% renouvelable, entre 95 et 100% renouvelable. Tous les autres avaient soit une partie renouvelable, soit pas du tout d'électricité renouvelable. Et pour certains, pire encore, continuaient d'investir dans des unités de production, charbon, gaz ou nucléaire. Et donc ceux-là, ils se retrouvent vraiment en bas du classement. Mais on s'est aperçu quand même, la bonne nouvelle, c'était qu'il y a des fournisseurs capables aujourd'hui d'aller voir des petits producteurs d'électricité renouvelable, de passer des contrats avec eux et de vous assurer que votre argent a vraiment permis de financer de l'électricité renouvelable. Donc du point de vue du consommateur, ce qui est intéressant, c'est savoir quelle est la stratégie de son fournisseur, dans qu'est-ce qu'il achète, dans quoi il investit, et c'est sur ça qu'il devrait baser son choix de fournisseur s'il veut vraiment devenir acteur de la transition énergétique. On le voit sur ces images, Greenpeace nous informe qu'il y a une hausse de l'appétence des Français pour ces offres d'électricité verte. Monsieur Soulias, vous êtes donc directeur général d'Enercop, l'un des 3 fournisseurs en tête du classement de Greenpeace. Constatez-vous la même tendance, la même hausse des Français qui viennent vers vous pour contractualiser une offre d'électricité verte ? Oui, on constate, comme la plupart des fournisseurs, qu'il y a un engouement, il y a une envie de souscrire une électricité verte, c'est-à-dire une électricité moins ou non polluante, qui ne soit pas issue soit du nucléaire, soit des énergies fossiles. Et d'ailleurs, quand on regarde le nombre de fournisseurs qui aujourd'hui proposent une offre verte, on y reviendra, on sent bien qu'il y a une adéquation entre une demande et une offre qui pourrait exister. Nous, à titre personnel chez Enercop, on le sent, puisqu'on a de plus en plus de clients qui nous rejoignent, plus de 30% en 2018 par rapport à 2017. Alors on reste un petit acteur, hein, on a 70 000 clients, ce qui est à peu près 0,25% de part de marché du marché résidentiel, donc c'est très peu. En revanche, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi les gens veulent des offres vertes. S'ils veulent des offres vertes, c'est qu'intuitivement, ils considèrent que consommer une électricité dite verte ou renouvelable soutient la transition énergétique, a été produite par des projets solaires, photovoltaïques, éoliens, hydrauliques, biomasse. Et donc je crois que ce que ce documentaire montre et ce que cette étude de Greenpeace et aussi d'autres études montrent, c'est que l'enjeu, c'est de pouvoir faire matcher cette appétence un peu générale pour du vert à une réalité et que les choses ne soient pas dans la tromperie et qu'on puisse dire quand j'achète une électricité verte, j'ai la certitude qu'en amont, elle a bien été produite par un producteur renouvelable et j'ai la certitude que l'argent que je donne à mon fournisseur va concourir au développement des énergies renouvelables. Surtout que ces offres sont quand même assez chères. Enfin, vous faites partie des offres les plus chères du marché. Alors nous, on assume effectivement d'être l'offre quasi la plus chère du marché, mais
c'est aussi un autre sujet. On est totalement transparent sur nos coûts, les profits que l'on réalise et la ventilation des profits qu'on peut faire. Si aujourd'hui on offre une électricité plus chère, c'est qu'on achète plus cher notre électricité en amont, dans une démarche de commerce équitable avec nos producteurs, c'est-à-dire qu'on est en collaboration avec ces producteurs qui sont d'ailleurs sociétaires de la coopérative, hein, donc on a vraiment des contrats moyens, longue durée, participatifs et coopératifs, et puis d'autre part, on leur achète une électricité qui sort de projets éoliens, qui sort de projets solaires, qui sort de projets hydrauliques, qui n'ont pas le même coût de production que ce qui a été dit dans le documentaire. On y reviendra tout à l'heure sur ces coûts de production et du coup l'achat à qui vous achetez l'énergie. Monsieur Boissier, l'ADEME a fait un exercice à peu près similaire à Greenpeace. Elle a étudié les modèles économiques des offres qui étaient sur le marché, qui étaient proposées aux Français, et elle l'a classé en 2 catégories, les standards, les premiums. Comment s'est organisé ce classement? Comment ça s'est fait? Notre objectif est assez différent de celui de Greenpeace. Greenpeace voulait faire un classement qui permette aux consommateurs de choisir son fournisseur. Nous, notre objectif était plus modeste. On voulait juste un peu démêler ce sujet qui est très complexe. On va le voir, qu'on va rentrer un peu dans les détails. C'est quoi une garantie d'origine? Le français moyen n'y comprend rien. Donc on voulait juste donner quelques guides d'action. Et quand on s'est plongé dans le sujet, on a vu que c'était effectivement très compliqué de faire un exposé simple. Et finalement, on a pris une résolution, c'est-à-dire on va faire quelque chose qui ne correspond pas exactement à la réalité, mais qui sera simple à comprendre. On a fait 2 paquets. Un paquet, c'est les offres qui font uniquement appel à des garanties d'origine. On l'a vu dans l'interview de Greenpeace, ça a une valeur, mais c'est une valeur qui est assez faible en termes de soutien aux énergies renouvelables. Et de l'autre côté, il y a des offres qui savent vous dire, oui, l'électricité que je vous fournis, moi j'ai acheté de l'électricité à un producteur que je peux nommer, je sais où il est. Pas forcément direct, il y a des gens qui peuvent passer par intermédiaire, mais ils savent trouver au bout de la chaîne, ils savent d'où ça vient, telle installation d'hydro ou de photovoltaïque à tel endroit. Et ça, on appelait ça les offres premium. En fait, après derrière, si on veut regarder, il y a tout un travail, parce qu'il y a un panel de possibilités entre les deux qui se déploie. Et nous, notre conclusion, ce qu'on dit dans notre avis qu'on a sorti en décembre dernier, c'est que le devoir de transparence qui s'impose à tous, au pouvoir public, aux fournisseurs, à l'ensemble de la société, ça serait qu'on progresse collectivement pour avoir des référentiels, pour qualifier, quand je vous dis une offre verte, elle est verte, mais de quelle façon ? Est-ce que j'ai acheté des garanties d'origine? Est-ce que l'argent que j'ai donné à mon fournisseur, il va effectivement, d'une manière ou d'une autre, financer des installations renouvelables? Est-ce que je sais tracer heure par heure ou mois par mois ou an par an d'où vient l'énergie? Tout ça, c'est des paramètres qui peuvent être variables suivant la qualité des offres. Mais on n'en est pas encore là. On voulait juste poser une première pierre de départ et puis maintenant, il faut qu'on travaille collectivement pour essayer de progresser. En matière de transparence, pour que les Français savent ce qu'ils choisissent. Voilà, on a identifié 2 axes de progrès, c'est la transparence pour que le consommateur sait ce qu'il choisit et mieux définir la qualité de l'offre verte avec des critères techniques. Monsieur Soulias, là aussi, Enercoop du coup fait partie aussi des offres premium. Donc, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, vous allez acheter votre énergie directement au producteur, en tout cas vous savez d'où elle vient précisément. Comment vous assurez-vous que vous fournissez l'intégralité de vos clients en énergie renouvelable réelle? Alors, notre promesse, c'est celle que vous venez de dire, c'est-à-dire que sur une année pleine, notre promesse, c'est de fournir autant de kilowattheures à nos clients qu'on en a acheté à nos 240 producteurs. Et donc, c'est un exercice un peu d'anticipation, c'est-à-dire qu'on se projette sur l'année à venir, on imagine le taux de croissance qu'on va avoir et on imagine la consommation annuelle de l'ensemble de nos clients sur une année pleine, et donc on contractualise en amont de cette année avec des producteurs. Donc généralement on s'y tient, et dans les dernières années on a toujours été à ce que disait Alex Mazzoni de Greenpeace, entre 95 et 105% d'adéquation entre la production et la consommation. Et quand vous n'avez pas assez, vous allez acheter sur le marché? Alors ça c'est sur une année pleine. Ouais. Après, au long de l'année, il y a des pics et il y a des creux de consommation, il y a des pics et il y a des creux de production. Et ça, on est comme tous les fournisseurs, on est tenu à ce qu'on appelle la responsabilité d'équilibre, c'est-à-dire s'assurer que nos producteurs injectent autant d'énergie sur le réseau que nos consommateurs n'en consomment, n'en soutirent. Et donc ça, en temps réel dans l'année, et on ne le fait pas nous-mêmes, on le sous-traite, on est tenu parfois soit de vendre des surplus, soit d'acheter de l'énergie, puisque, par exemple, on a beaucoup d'hydraulique, et une année de faible pluviométrie, ça produit moins que prévu, et donc on est obligé d'acheter le complément. Donc vous achetez l'énergie grise sur le marché et les garanties d'origine à côté?
Voilà, c'est ça. Okay. Nous, ce qu'on garantit à la fin de l'année, c'est que nos producteurs ont produit autant que ce que nos clients ont consommé dans l'année. Donc il y a une vraie adéquation et quelque part, les achats de marché s'équilibrent dans une certaine mesure. Et ce qu'on garantit également, c'est que les garanties d'origine qu'on produit, ce sont celles de nos 240 producteurs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est en mesure de dire que les garanties d'origine, elles sont traçables et elles sont attachées à la production. Elles ne sont pas décorrélées de la production. Et je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peut acheter de l'énergie à un endroit, par exemple de l'énergie nucléaire à 42 € le mégawattheure, et on peut acheter des garanties d'origine, par exemple des garanties d'origine d'un barrage norvégien. On peut accoler les deux, et magie du système, on a une offre verte. Voilà. Vous, les garanties d'origine sont celles de nos producteurs. Achetées en même temps que l'électricité de vos producteurs. Voilà, nos producteurs qui sont par ailleurs sociétaires de la coopérative. Monsieur Boissier, ce marché des garanties d'origine, donc il est européen. Est-ce qu'il y a suffisamment de garanties d'origine pour assurer toute la demande en électricité verte? Oui, en fait, les garanties d'origine, c'est un produit dérivé, on va dire, du marché de l'électricité. Comme Emmanuel Soulas l'a souligné, le marché de l'électricité, c'est très complexe. Pour deux raisons physiques, qu'il faut peut-être avoir en tête quand même, à rappeler à ceux qui nous écoutent, que 1, l'électricité ne se stocke pas. Donc à chaque instant, il faut qu'il y ait autant d'électricité injectée par les centrales, renouvelables ou non, que de ce qui est consommé. Deuxième élément, c'est que l'électron, eh ben, ils vont tous dans le même tuyau et on ne peut pas les différencier. Donc quand je prends l'électricité à ma prise, je ne peux pas dire l'électron que j'utilise, il vient de telle installation. En fait, tout est mélangé et tout ressort de manière distribuée. Et donc pour essayer de s'y retrouver dans ce grand flou des électrons, on a inventé un outil de marché qui est une convention, une garantie d'origine. Qu'est-ce que c'est une garantie d'origine? Ça va simplement dire que si vous achetez cette garantie d'origine, quelqu'un quelque part en Europe a un jour produit autant d'électricité que ce que vous avez acheté. Mais c'est quand même assez vague comme information. Ouais, parce qu'un jour, alors sur quelle période, comment on calcule? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de double comptage? Alors, on sait bien vérifier. Ce qui est bien vérifié, c'est qu'il n'y a pas de double comptage. Par contre, il n'y a aucune garantie qu'il y ait une correspondance temporelle entre la garantie d'origine qu'on a achetée et le moment où on a consommé. Deuxième élément, aujourd'hui, si je prends sur la France, 20% de la production d'électricité, en gros, est renouvelable. Le marché des offres vertes, ça fait 2%. Oui. Donc on a encore beaucoup plus de garanties d'origine potentiellement disponibles que ce qui en est acheté. Donc aujourd'hui, le marché de la garantie d'origine, il n'est pas tendu du tout. Ça peut valoir très très faible une garantie d'origine, ça peut valoir un peu plus à certains moments, mais ce n'est pas ça qui va permettre de faire vivre un producteur. Puisqu'on parle de prix, ça coûte combien une garantie d'origine? Et du coup, est-ce qu'elle est celle que vous achetez à vos producteurs est plus chère que celle qu'on achèterait sur le marché? Est-ce qu'il y a une différence de prix ou pas? Non, nos producteurs nous vendent leur garantie d'origine en regard des prix de marché. D'accord. Nous, on peut faire ce qu'on appelle un bonus coopératif, c'est-à-dire qu'on veut valoriser une production spécifique, mais on leur achète déjà leur énergie chère. Donc le prix des garanties d'origine, je vous l'avais expliqué, il peut évoluer au gré des opportunités de marché. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 2 € la garantie d'origine. 2 € du kilowattheure? Du mégawattheure. Ça a été 50 centimes, ça peut redescendre. C'est entre 50 centimes et 2 €. 2 € du et pour le moment, ça reste à peu près dans cette fourchette-là. Référence, 2 € du mégawattheure, nous, sur notre facture, on paye 150 € du mégawattheure. Oui. Et la production est plutôt à 60-70 € du mégawattheure. Donc oui, c'est vraiment un petit, petit surplus, mais ça ne renchérit pas énormément. C'est pas un levier économique incitatif pour les producteurs aujourd'hui. Alors dans l'avis de l'ADEME, l'agence dit que les offres premium, donc celles qui sont les mieux conçues, proposent de meilleures conditions de rémunération aux producteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation en fait, de long terme qui s'établit entre le fournisseur et le producteur qui va lui promettre de faire de l'achat de son électricité avec la garantie d'origine sur une année ou plusieurs années. Donc ça, pour un producteur, c'est très différent que de vendre son électricité au jour sur le marché, parce que ça lui donne la visibilité. Nous, notre volonté, c'est de rémunérer correctement ces producteurs, donc sur des durées moyennes ou longues, ça peut aller, on a certains contrats qui vont jusqu'à 15 ans, jusqu'à 30 ans. C'est aussi de valoriser des manières spécifiques, nouvelles, citoyennes, innovantes, de développer des projets d'énergie renouvelable. Donc nous, on ne paye pas de la même manière le mégawattheure à une centrale hydraulique amortie et à un projet citoyen solaire mené par un collectif citoyen ou par une collectivité. Vous rachetez l'électricité un peu plus chère? On rachète l'électricité, on la bonifie un peu. Donc dans notre structure d'achat de l'énergie, effectivement, on valorise
La dimension citoyenne, est-ce que les citoyens ont participé au financement, est-ce qu'ils participent à la gouvernance? On valorise la transparence, on valorise le statut de la structure, est-ce qu'elle est à but lucratif, est-ce qu'elle est à lucrativité plus limitée? On valorise aussi les implantations physiques, c'est-à-dire qu'on est par exemple plus allant pour soutenir un projet photovoltaïque sur toiture qu'au détriment de surfaces agricoles et cultivables. Voilà. Donc on a un ensemble de critères qui font qu'on n'achète pas au même prix l'électricité à nos producteurs et charge à nous d'équilibrer tout ça pour qu'on ait un mix d'approvisionnement compatible avec nos prix de vente. Et donc si on regarde côté producteur, ils ont soit le choix de revendre à EDF-OA, obligation d'achat via un tarif, soit ils passent par vous. Hein, c'est pas... Alors il y en a plus maintenant. Alors là vous parlez de l'obligation d'achat. Oui, c'est-à-dire vers un producteur ENR, est-ce qu'il a le choix de se tourner vers un acheteur comme vous ou est-ce qu'il... Alors ça dépend dans la phase du projet dans laquelle il est. S'il est encore en obligation d'achat, il doit vendre à un obligé, des obligés. Jusqu'à septembre 2017, il n'y en avait qu'un seul, c'était EDF. Je crois qu'on était le premier, nous, à être le deuxième obligé, et puis maintenant, il y en a quelques autres. Donc, ça s'ouvre, il a de plus en plus de choix, voilà. Parce que lui aussi peut décider de privilégier un fournisseur. Oui, après charge au producteur, il est libre de vendre à qui il veut sa production, et au prix qui l'intéresse et qui correspond à son modèle économique. Donc c'est pour ça que nous, on tisse d'autres liens avec nos producteurs, dont je disais qu'ils sont sociétaires de la coopérative, donc qui participent à ce projet et qui sont intéressés aussi par le fait de vendre plutôt à une coopérative qu'à une structure plus importante, avec une relation plus traditionnelle. Les installations solaires et photovoltaïques qui sont subventionnées par l'État via des appels d'offres ou des tarifs d'achat, est-ce qu'aujourd'hui, elles peuvent émettre des garanties d'origine? Non. Non. Alors ça c'est très clair, c'est quand un producteur bénéficie d'une subvention de l'État, il renonce à utiliser sa garantie d'origine. Alors les garanties d'origine qui sont sur le marché, elles viennent d'où? Elles viennent d'installations qui sont... Alors beaucoup d'installations hydrauliques qui en fait n'ont pas d'aide de l'État aujourd'hui pour fonctionner, parce qu'elles fonctionnent depuis très longtemps, elles sont amorties. D'accord. Elles proviennent aussi d'autres pays étrangers qui n'ont pas forcément des systèmes de subvention comme les nôtres. Et, chose nouvelle, et on en parlera peut-être dans la suite, mais le monde est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les prix du photovoltaïque, on peut commencer à voir émerger des gens qui vont produire du photovoltaïque sans subvention. Et ceux-là, ils vont pouvoir émettre des garanties d'origine. D'accord. Mais c'est là où il faudrait que le prix des garanties d'origine monte un peu, parce que ce n'est pas avec les 2 € par mégawattheure qu'on va vraiment les aider à émerger. C'est une spécificité française que les producteurs avec soutien public ne puissent pas mettre sur le marché leur garantie d'origine? Alors je ne saurais pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau français, jusqu'à présent, ces garanties d'origine n'étaient pas valorisées, donc elles sortaient. Et depuis cette année, l'État va valoriser les garanties d'origine des producteurs qu'il a subventionnés. C'est-à-dire que ça a fait, finalement, c'est l'État qui va vendre ses garanties d'origine et donc faire un peu d'argent. Oui, 17 millions d'euros, je crois. Et du coup, il se rembourse un petit peu des aides qu'il a apportées au secteur. C'est comme ça qu'on... Il se rembourse un petit peu, parce qu'on disait 2 € la garantie d'origine sur le marché. Il faut avoir en tête que la subvention que donne l'État sur un champ éolien, par exemple, ou un champ photovoltaïque, c'est plutôt de l'ordre de 20-30 € le mégawattheure. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, qu'on développe les énergies renouvelables en France. Donc peut-être qu'il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que ce ne sont pas les offres vertes, aujourd'hui, qui pilotent la politique de développement des énergies renouvelables en France. Pour l'instant, il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct. Très clairement, c'est la politique du gouvernement au travers des subventions, des appels d'offres qu'elle fait tous les ans, qui a permis de monter notamment sur l'éolien et le photovoltaïque à plus d'1 gigawatt supplémentaire chaque année, ce qui est un rythme conséquent et qui n'est pas encore complètement en phase avec ce qu'on devrait faire pour atteindre un objectif, mais qui est déjà en bonne voie. Et là-dessus, ce n'est pas les garanties d'origine qui jouent. Donc la question qu'il faut se poser, c'est à quoi servent donc les garanties d'origine? Et là, Emmanuel Soulias pourra répondre mieux que moi, c'est que derrière, il y a un enjeu de mobilisation de nos citoyens qui veulent s'intéresser au sujet. Et ils pensent qu'en faisant un acte de consommateur, de consommer l'électricité verte, ils encouragent les ENR. Pour l'instant, non, il n'y a pas de lien direct entre le... Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait un lien direct? Je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas trop ce sujet, dont on a bien dit qu'il est quand même très compliqué. Je suis appelé par un nouveau fournisseur qui arrive sur le marché, il y en a beaucoup, et des gros, et qui m'appelle et qui me dit « Je vais vous proposer la même énergie que celle que vous avez chez EDF, mettons, mais ça va être 10 à 15% moins cher, et en plus c'est vert. » Si je suis quelqu'un qui ne connaît pas trop le sujet, je me dis « C'est super, c'est bon pour la planète, c'est bon pour mon portefeuille, c'est très vertueux, je signe. » Voilà. Or, quand on dit c'est bon pour la planète, ce qu'on vient de se dire, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire si
ce fournisseur a acheté de l'électricité d'origine nucléaire, par exemple, et a acheté une garantie d'origine très éloignée en Europe, certes, ça veut dire qu'il y a eu l'électricité verte produite quelque part. Il y a eu production à un moment donné quand même, il y a eu injection de cette ENR sur le réseau. Mais de toute façon, elle aurait eu lieu. Voilà. Surtout si c'est sur une installation amortie, de toute façon, ces garanties d'origine sortent chaque année. Voilà. Ce n'est pas du tout la même chose de dire l'électricité que vous allez consommer, eh bien, en amont, elle a été produite par un producteur qui est directement rémunéré par votre facture, c'est-à-dire l'intégralité. Et qui est rémunéré à un juste prix, et en plus vous le connaissez, et en plus c'est probablement peut-être un projet neuf, parce que nous on essaie de travailler avec de plus en plus de producteurs qui se créent, donc en soutien au développement d'une filière. Voilà. Donc là où il y a besoin de clarté et de transparence pour le consommateur qui s'intéresse un peu à ces choses-là, c'est d'aller derrière le paravent de la garantie d'origine, qui, comme on l'a vu, est immatérielle, et immatérielle, n'est pas finalement connectée au réel, ça. Au réel de développement. Et n'est pas vraiment additive, hein, comme le disait Emmanuel Soulia, c'est les installations hydrauliques de Suède, elles produisent des garanties d'origine tous les ans, et donc la personne qui en France a un contrat qui va acheter des garanties d'origine en Suède, bah, certes, c'est un circuit économique, mais qui n'a pas de valeur environnementale ni locale. Cet aspect local me paraît aussi important, c'est-à-dire que les gens, ils ont envie de développer une transition écologique qui n'est pas uniquement un objet technique, qui est un objet social. Et donc, ils veulent voir cette transition écologique se traduire dans leur environnement immédiat, dans leur paysage, dans leurs relations économiques avec les entreprises et avec les emplois qui sont sur les territoires. Et ça, il faut absolument que notre système de marché de l'énergie permette progressivement d'avancer vers ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut encadrer un petit peu mieux ces fournisseurs? Est-ce qu'il faut leur imposer un discours commercial un peu plus transparent? Est-ce qu'il faut faire un label? L'ADEME propose de créer un label pour y voir un peu plus clair. On commence par quoi? Ce qui pourrait nous aider très clairement, c'est un peu plus de transparence sur ce dispositif-là. Et moi, j'irai un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement il y a quelque chose de très opaque sur ces offres vertes, mais il y a surtout une dimension financière qu'il faut pointer du doigt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fournisseurs proposent une offre dite verte, qu'on l'a dit, hein, avec des garanties d'origine européenne qui ne valent pas grand-chose à 2 €, et avec un coût d'approvisionnement qui est très bas, parce que la plupart des fournisseurs ont signé une convention qui s'appelle l'AREN, qui est l'accès à l'électricité d'origine nucléaire historique, et qui leur garantit une électricité à 42 € le mégawattheure. Alors que le marché aujourd'hui est à 55 €, et effectivement ils achètent à 42, ils rajoutent à les 42, ils rajoutent les 2 €, €, donc ils ont un coût de production à 44, et donc ils ont beau jeu, effectivement, d'aller dire on est moins cher que DF, ou on est moins cher que Enercop, ou on est moins cher que d'autres. Et ça, je pense que c'est pas bien pour le consommateur, parce qu'effectivement pour lui c'est plutôt une aubaine, il va payer son électricité moins cher, mais il faut qu'il puisse savoir ce qu'il achète. S'il savait ça, peut-être qu'il consentirait à payer un peu plus cher son électricité, mais en créant une vraie additionnalité et en étant certain qu'avec l'argent que je paye à mon fournisseur, je rémunère effectivement des vrais producteurs d'électricité renouvelable. C'est là où l'idée de label permettrait de donner plus de visibilité aux consommateurs, au-delà de la transparence pour bien expliquer les différents types d'offres, qu'il y ait un label reconnaissable qui puisse permettre de faire la différence. Quels seraient ces critères de classification? Il y a des différents critères qu'on peut regarder. C'est le niveau de qualité des garanties d'origine un peu qui sont derrière. Est-ce qu'elles sont liées à une installation, comme l'exposait Emmanuel Soulias, local, précise, voilà, ou est-ce qu'elles ont été achetées sur le marché? Est-ce qu'il y a une cohérence temporelle entre la date de production de la garantie d'origine et la date de consommation? Ça peut être un autre critère. Il y a un critère peut-être de prix d'achat de la garantie d'origine, parce que si on achète des garanties d'origine au moment où le marché est le plus bas, ou qu'on les achète vraiment avec le producteur avec qui on a une partenariat de longue durée, on va peut-être payer plus cher, donc on va quand même donner plus au producteur. Donc tout ça, c'est un jeu de paramètres qu'il faut peut-être regarder, c'est multidimensionnel. Et puis il y a ensuite l'aspect de soutien au développement de nouvelles installations, qu'Emmanuel Soulias a aussi bien décrit, et qui peut se faire de différentes façons. Ça peut être soit avec un contrat d'achat, soit ça peut être aussi un producteur qui dit « moi, je vais réinvestir mon bénéfice dans de nouvelles installations ». Et donc il faut qu'on réussisse à trouver des labels qui permettent de valoriser aussi les différents choix qui peuvent être faits par les fournisseurs. Qui peuvent être multiples. Les cas, c'est un peu des cas par cas. Ça ne va pas être évident de créer un label qui soit quand même lisible. Non, mais nous on a proposé cette piste
Est-ce que vous avez été sollicité pour lancer les travaux? Oui, on a eu beaucoup de contacts très intéressants depuis notre avis. Il a fait réagir positivement ou négativement. On a plusieurs fournisseurs qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils étaient intéressés à travailler sur le sujet. D'ailleurs, Enercop, je pense qu'on a des contacts en cours ou prochains. Donc on peut imaginer qu'un label pourrait émerger d'ici quelques mois, quelques années Oui, quelques mois c'est peut-être un peu court, quelques années c'est peut-être un peu long entre les deux, mais il faut qu'on avance, en lien bien sûr avec les pouvoirs publics. On dialogue aussi avec le ministère de l'écologie pour essayer d'avancer là-dessus. Je voudrais citer peut-être un exemple aussi pour montrer cette diversité des offres, avec le fournisseur Équateur, qui fait quelque chose qui est assez intéressant je trouve, c'est qu'il lui il a une offre garantie d'origine normale, enfin de base. Classique, acheté sur le marché, voilà. C'est ça? Et une offre que nous on a qualifiée de premium, où il dit voilà, là je sais vous qualifier quel fournisseur vous êtes derrière. Bien sûr, il y a une différence de prix entre les deux. D'accord, mais il assume qu'il a ces deux offres, et une offre voilà, qui est plutôt moins chère que l'offre historique EDF, et puis une offre qui est plutôt plus chère que l'offre historique EDF avec oui, donc même un seul fournisseur peut avoir plusieurs choisir de faire les stratégies. deux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux clients de voir la diversité des offres qui sont faites. Et qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Voilà. Dernière question pour vous, Emmanuel Smigas. Vous avez lancé il n'y a pas très longtemps un appel d'offres pour encourager les producteurs à monter de nouveaux projets. J'ai bien compris que la garantie d'origine, elle n'est pas chère du tout, mais est-ce qu'on peut imaginer ces genres de projets que vous êtes prêts à acheter directement l'énergie pourraient ne pas avoir besoin de subventions publiques? Alors déjà, cet appel d'offres, c'est pour des projets de production d'approvisionnement longue durée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accoler pour un client, entreprise ou collectivité ou un groupe de clients la garantie que l'énergie qu'ils vont consommer pendant 20 ans, 30 ans, elle a été produite par tel producteur. Et donc c'est contractualisé. Ah d'accord, vous liez un producteur à un consommateur. Voilà, donc c'est l'idée. C'est les Power Purchase Agreement en anglais, c'est des contrats d'approvisionnement long terme. Et l'idée, parce qu'on a beaucoup de demandes là-dessus, c'est de pouvoir promettre à certains clients que l'énergie qu'ils vont consommer pendant 30 ans, c'est tel producteur et surtout, le prix sera fixe. Et je pense que ça, c'est une demande forte aujourd'hui, c'est de pouvoir s'affranchir des fluctuations de marché. Et ça s'apparente finalement à un tarif d'achat, donc est-ce que ça ne peut pas remplacer, est-ce que ces producteurs-là auront aussi un tarif d'achat, un soutien public ou Alors, a priori, on ne sera pas dans des mécanismes de soutien. Et donc l'idée du modèle économique, c'est de pouvoir dealer entre le producteur et le ou les consommateurs, et puis l'intermédiaire qui est la coopérative Enercop, pour pouvoir définir un modèle économique satisfaisant pour toutes les parties prenantes. Ces modèles-là sont très intéressants, mais ils s'adressent qu'à des gros clients ou à des regroupements de clients qui sont capables d'alimenter, de consommer un gros volume d'électricité. Un volume d'un producteur suffisant pour qu'il puisse s'engager dans tel contrat. Ce qui est compliqué, c'est pour le particulier, parce que le particulier, il ne va pas pouvoir s'engager dans une logique de ce type-là, sauf si un fournisseur fait l'intermédiaire et agrège un grand nombre de particuliers. C'est l'esprit de la coopérative. C'est l'esprit de la coopérative, voilà, tout à fait. Mais on peut aussi, donc, en progressant sur la transparence, sur la qualité du label qu'on propose, permettre d'avoir quelque chose à peu près équivalent pour le particulier et qui ait un effet, on l'espère aussi à moyen terme, avec la baisse des prix du photovoltaïque, qui puisse avoir un effet direct d'entraînement sur des nouvelles installations. On n'en est pas encore là, c'est peut-être d'abord les PPA, ces grands contrats de long terme qui vont d'abord se développer, et puis dans un peu plus longtemps, on pourra peut-être avoir un effet d'entraînement direct des offres vertes pour les particuliers. Merci à vous deux d'avoir participé à ce plateau, merci à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à très vite sur Actu Environnement.